Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la diaspora. Je dois vous dire tout de suite que j'ai un peu l'impression de, parler devant des gens qui peut-être en savent bien mieux que moi. Mais bon. Et puis, pour la diaspora, je pense que je dois dire tout de suite que les données, surtout les données quantitatives, c'est très difficile de les avoir, voire impossible, parce qu'une partie plus ou moins importante de cette diaspora, plus ou moins importante selon les moments, une partie vit encore illégalement, donc sans être recensée par qui que ce soit. Ce qui fait que nous, les chercheurs, quand on donne des statistiques, on essaie juste d'être le plus transparent possible. C'est-à-dire, on donne nos sources, et puis à vous de juger, et puis quand il n'y a pas de source, quand il n'y a pas de documents, quand il n'y a pas de données, on dit qu'il n'y en a pas, quoi. Voilà. Donc, pour les statistiques, selon les statistiques officielles, les premiers chiffres, le premier alinéa, je l'ai pris dans un site officiel de l'État vietnamien, c'est-à-dire ça concerne les habitants vietnamiens au Vietnam. Donc c'est près de 100 millions. Et cela représente 1,24% de la population mondiale, ce qui place le Vietnam au 15e rang mondial au point de vue démographique. J'ai voulu sortir ces chiffres parce que c'est assez significatif si l'on compare avec les chiffres de la diaspora. Les chiffres de la diaspora sont beaucoup moins précis pour la raison que je vous ai donnée. Je les ai trouvés sur ce deuxième site. Et je vous donne le site parce que sur ce site, ils ont cité, c'est pas toujours comme ça dans Wiki, mais cette fois-ci on l'a, c'est-à-dire sur tous les chiffres, ils nous ont cité les sources. Quand ils donnent un chiffre, ils donnent où ils ont trouvé ce chiffre. D'accord ? Donc, si ça vous intéresse, vous prenez le site et vous avez toutes les sources des chiffres sur ce site. Et cela nous donne le nombre d'habitants au Vietnam, donc 99,6, si j'arrondis, et le nombre, excusez-moi, la faute d'orthographe, c'est l'ordinateur qui change selon l'orthographe américaine. Donc le nombre de résidents vietnamiens avec un E à l'étranger, c'est 5,3 millions dans 130 États et territoires. Cela représente quelque chose comme 0,55%. De quoi ? Du chiffre du nombre d'habitants au Vietnam. Je veux dire que si on compte en chiffres le nombre de Vietnamiens qui vivent en dehors des frontières et qui s'estiment encore vietnamiens ou pas vietnamiens, à quel degré, ça dépend totalement de leur propre gré. Mais si on compte que c'est la diaspora vietnamienne, c'est un nombre assez important parce que ça représente quelque chose comme 0,55% du nombre d'habitants dans le pays. Si l'on sait qu'avec, on a dit, 1,24% de la population mondiale, le Vietnam se place au 15e rang. Donc avec la moitié, la diaspora vietnamienne compte, même quantitativement, par rapport à tout le Vietnam, quoi. Donc le nombre de résidents vietnamiens dans les pays, j'ai cité seulement quelques pays significatifs, vous avez les chiffres ici. Si les chiffres au Cambodge sont si éloignés l'un de l'autre, à chaque chiffre, il nous donne la référence, hein, c'est-à-dire la source. Donc, si le nombre au Cambodge, c'est si loin l'un de l'autre, c'est parce que ça dépend des moments. Et donc, en Thaïlande, au Japon, ça, ce sont les pays où les Vietnamiens sont les plus nombreux, les pays que j'ai cités dans cette diapo. Dans la deuxième, ce sont des pays qui sont choisis un peu selon mon propre intérêt, c'est-à-dire des pays que je pense assez importants pour comprendre la situation générale. Vous voyez que c'est vraiment éparpillé à travers le monde.
Et les autres pays qui comptent, dont j'ai cité le Cambodge en premier lieu, pourquoi? Parce que ce sont les résidents vietnamiens au Cambodge qui ont le statut le plus précaire, car beaucoup d'entre eux vivent dans des villages flottants sur le fleuve et le lac Tonlé Sap. Et il y a un article du New York Times du 28 mars 2018, c'est un article du... Je ne sais pas si je l'ai cité ici, non. Donc, il y a un article du New York Times du 28 mars 2018 intitulé « Un peuple dans les limbes dont beaucoup vivent entièrement sur l'eau ». Et cet article rend compte de la vie quotidienne au village de Thiong Kop, je ne sais pas si je prononce bien, un de ces centaines de villages flottants de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et l'auteur de l'article, c'est un article qui a été rédigé avec le soutien de, je cite, c'est un article qui a été réalisé avec le soutien d'une organisation internationale sur les crises. Donc cet article nous dit que l'auteur témoigne qu'il y voit des mélanges paisibles de pêcheurs Viet, Thiam et Khmer et que la plupart des personnes qu'il y rencontre sont des métisses issus de mariages pluriethniques khmero-vietnamiens ou thiam-vietnamiens ou khmero-thiam, etc. Il rappelle en passant la tradition que, en tant qu'historienne, je confirme, la tradition cambodgienne du pluralisme rural. C'est une tradition aussi du delta du Mékong en général, même la partie vietnamienne. Il y a un pluralisme qui avait duré des siècles, c'est-à-dire plusieurs ethnies qui cohabitent ensemble et qui partagent beaucoup de choses, aussi bien dans la production économique que dans la vie culturelle. Donc ce pluralisme rural qui avait duré des siècles, ça a changé brutalement avec les violences raciales depuis le début des années 1970. Peu de Vietnamiens du pays savent qu'il est toujours dangereux, je parle de nos jours, il est toujours dangereux ou du moins insécure pour les Vietnamiens de résider au Cambodge. Et pourtant, ils sont nombreux. Je cite l'article. Quand l'armée vietnamienne entra dans Phnom Penh en 1979 et mit en place le gouvernement de la République populaire du Kampuchea, des centaines de milliers de la population civile la suivirent. Beaucoup d'entre eux étaient des réfugiés qui rentraient chez eux, des réfugiés vietnamiens qui rentraient chez eux. Mais il y en a d'autres qui étaient des immigrants. Leur présence, par contre, raviva les mêmes craintes d'assimilation que les Khmers rouges avaient attisées auparavant. Ce qui fait que, pour les Vietnamiens qui retournaient dans le village où ils furent nés, où ils ont toujours grandi, quand ils retournèrent dans ces villages, c'est par conséquent toujours dangereux. Et l'article cite un exemple. En 1998, c'est-à-dire pas trop longtemps, c'est-à-dire assez récemment, en 1998, lors d'un dernier sursaut de la résistance Khmer rouge, des soldats ont pataugé dans Shnok Tru au milieu de la nuit avec des RPG, c'est une arme, des grenades propulsées par fusée, et des AK-47. Le village était mixte, c'est-à-dire qu'il y avait des Khmers et des Vietnamiens. Donc, avant de tirer, ils demandent « Es-tu Yun ou Khmer ?» Alors, si on vous prend le fusil dans la poitrine, on vous demande « Es-tu Yun ou Khmer ?» c'est critique. Aujourd'hui, c'est-à-dire en 2018, l'auteur décrit la situation des habitants comme ceci. Ils vivent sur l'eau parce qu'il leur est impossible de vivre nulle part ailleurs. Ils n'ont aucun document certifiant leur statut de citoyen et, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas de certificat d'immigration. Ils sont ce que le gouvernement désigne parfois par, je cite, des étrangers non immigrants. Ils ne peuvent pas fréquenter les écoles publiques, ni posséder de compte bancaire, ni obtenir de permis de conduire ou un travail à l'usine, ni posséder un terrain ou une propriété. Leurs enfants n'ont pas d'acte de naissance, précipitant ainsi un nouveau cycle d'apatride de facto. Fin de citation. Il y a un chercheur qui s'appelle Christophe Sporfeld et qui est spécialiste de la citoyenneté de l'ethnie vietnamienne au Cambodge. Ce chercheur affirme, je cite, « Il y a 30 ans,
rien de tout cela n'avait d'importance. C'est-à-dire, il y a 30 ans, au Cambodge, si vous n'avez pas de carte d'identité, si vous n'avez pas de permis de conduire, si vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, ça n'avait aucune espèce d'importance. D'accord ? Mais à l'époque, aucun Cambodgien n'avait de papier non plus. D'accord ? Il y a 30 ans seulement. Mais maintenant, au moment où l'État commence à enregistrer les gens, tout à coup, c'est bizarre, je pense vous avoir mis ça sur une diapo, mais enfin, excusez-moi. Donc, la citation c'est « Au moment où l'État commence à enregistrer les gens, tout à coup, cela compte. L'expansion des services, y compris l'éducation et les soins de santé et les droits, y compris la propriété foncière, a davantage marginalisé ceux qui sont perçus comme étrangers. » J'insiste sur ce mot parce que ce sont des gens qui ont vécu au Cambodge depuis plusieurs générations, parfois depuis plusieurs siècles, et qui tout d'un coup se retrouvent étrangers et ennemis. Voilà. En octobre 2017, le ministère de l'Intérieur cambodgien a identifié 70 000 étrangers, pour la plupart des Vietnamiens, qui possèdent des documents administratifs irréguliers. Il peut y en avoir des centaines de milliers d'autres. Les autorités ont commencé à balayer le pays, les autorités cambodgiennes, confisquant les pièces d'identité. Non seulement ceux qui n'ont pas de pièces d'identité, ils sont irréguliers, mais ceux qui ont des pièces d'identité, il y a une campagne où on leur a confisqué les pièces d'identité et les livrets de famille, et exigeant que les résidents se portent volontaires pour déménager au Vietnam, où ils sont également considérés comme des étrangers, ou payent des frais semestriels pour une carte d'immigration identifiant le titulaire comme vietnamien. Nous ne supprimons pas leur identité, dit le fonctionnaire. Ils sont vietnamiens. C'est le chef du département de l'immigration du Cambodge qui affirme de la sorte. Nous prenons juste les documents cambodgiens. D'abord, les documents cambodgiens, c'est la preuve de la moindre preuve de leur légalité, ils sont confisqués. Voilà. Donc, j'ai cité ce cas cambodgien juste pour rappeler que tout proche des frontières vietnamiennes, il y a encore des centaines de milliers de nos compatriotes qui ont vécu très récemment, et peut-être vivent encore, des expérimentations quotidiennes tragiques et angoissantes qui semblent faire partie du passé révolu pour bien d'autres communautés vietnamiennes. Mais ce cas du Cambodge me permet de me rappeler à moi, et je voudrais vous le rappeler à vous, que bien d'autres communautés vietnamiennes ont vécu des tragédies pareilles, analogues, à plusieurs reprises de l'histoire moderne et contemporaine vietnamienne. Je cite à titre d'exemple les communautés vietnamiennes qui étaient au Nord-Vietnam dans les années de 1949 à 1956, les victimes des réformes agraires et d'autres polices à l'époque. Ils étaient dans leur pays, ils étaient dans leur village, dans leur famille, avec des voisins, et même ils étaient des participants à la résistance, la première résistance, et tout d'un coup, du jour au lendemain, ils deviennent étrangers et ennemis, exclus de la communauté. Voilà. Et donc, il y avait une communauté de Vietnamiens comme ça dans le nord du Vietnam de 1949 à 1956, dans le sud du Vietnam des années 54 à 75 pour certains, pour ceux qui avaient des relations avec le maquis, avec le Viet Cong, etc. Ces gens-là, ils ont vécu dans des situations tragiques pareilles, de 54 à 75. Et ensuite, de 75 jusqu'au début des années 90 pour d'autres communautés vietnamiennes du Sud. Et comme dans beaucoup d'autres pays du monde où ont atterri les Vietnamiens, aussi bien parmi les Boat People que dans les programmes dits HO ou ODP. HO ou ODP, ce sont des programmes de départ en ordre, légaux, mais une fois arrivé, on se retrouve sans patrie et étranger dans le pays d'accueil, au moins pour des années et des années. Donc leur trame commun à toutes ces communautés vietnamiennes, hommes, femmes et enfants, c'est d'être subitement expulsés de la communauté dont, avec leur famille, ils avaient été membres depuis des siècles, et d'être ballottés entre une communauté et une autre sans appartenir à aucune d'entre elles, et ainsi
d'être privés de conditions minimales pour une vie en sécurité, sans parlant de bien-être, d'avenir ni de bonheur, même en perspective. Le concept de diaspora évoque la dispersion d'un peuple ou d'une ethnie dispersée à travers le monde. Mais avant d'être dispersés comme cela, d'être jetés entre vents et marées, des portions de la communauté viet ont été d'abord subitement et brutalement coupées de leur communauté d'origine, du jour au lendemain, étiquetées, traitées en étrangères et ennemies. Aussi bien dans les proverbes que dans les kayao, le folklore vietnamien utilise l'image du bras qui coupe l'autre bras, des entrailles qui s'entrecoupent. Les entrailles qui s'entrecoupent, c'est irréaliste, me direz-vous, mais c'est la façon de s'exprimer du folklore vietnamien. Tay cắt tay sau nở, ruột cắt ruột sau đành. Ça veut dire, ce que je viens d'expliquer, un bras qui coupe l'autre, des entrailles qui s'entrecoupent. Donc, pour décrire ce drame, des persécutions fratricides. Je dis fratricide parce que je parle français, mais si je parle vietnamien, c'est une partie de mon corps qui détruit, qui fait mal, qui cause des douleurs à une autre partie de mon corps. Donc c'est une atteinte profonde à l'identité de la communauté et à l'identité de l'individu. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'était, dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, à l'origine de l'existence et du développement de la diaspora vietnamienne dans le monde. Outre ce trame commun, la diaspora vietnamienne est, comme toute diaspora, très diversifiée du fait de la diversité du pays d'accueil, de celle des générations, il y a des différences de générations, et des situations conjoncturelles de chaque vague d'émigration, de chaque famille, voire de chaque cas individuel. Dispersée sur 130 pays et territoires, elle est sans doute parmi les plus diverses du monde. Je dois choisir, et le choix est toujours arbitraire, mais il ne l'est pas tout à fait. Il dépend des sources dont je dispose et j'ai finalement choisi de donner la priorité aux catégories majoritaires et non pas à l'élite. Si vous lisez la présentation de ce cours sur le site du collège, c'était quelque chose que j'avais prévu il y a 2 ans quand j'avais commencé à préparer cette série de cours. J'avais prévu de parler de l'élite dans le monde, des Vietnamiens qui sont devenus des scientifiques, des ci, des ça. Mais finalement, j'ai décidé que cette élite, elle est très importante, elle a des contributions importantes, mais c'est toujours une minorité. Je préfère parler de la majorité. Donc, je choisis aujourd'hui de vous parler de la première génération des réfugiés vietnamiens aux États-Unis et des femmes des milieux ruraux du delta du Mékong qui sont parties se marier dans les pays asiatiques voisins, dans les limites d'une heure. On va choisir ces deux communautés. La première, c'est pareil, c'est bizarre. Ah oui, j'avais pas mis dans l'ordre mes diapos, c'est pour ça. J'avais bien dans l'idée que j'avais mis les extraits de cet article extrêmement précieux en diapo pour que vous puissiez mieux les voir. Donc, il s'agit des extraits de l'article sur le Cambodge. Des villages flottants sur le Tonlé Sap. Et puis, voilà, tout ça, je vous l'avais montré. Alors, donc aujourd'hui, la communauté vietnamienne aux États-Unis, et je ne parle que de la première vague. La communauté vietnamienne aux États-Unis s'impose par son importance numérique. C'est de loin la plus importante, avec environ 2 millions de Vietnamiens. J'avais marqué dans l'autre diapo des statistiques que le site officiel du Vietnam donne 1,9 quelque chose, et d'autres sites, d'autres sources donnent des chiffres entre 2 millions et 2,5 millions. Donc, elle est de loin la plus importante avec 2 millions de Vietnamiens. Elle est aussi parmi les communautés les plus actives, aussi bien dans leurs activités individuelles comme les activités communautaires.
C'était dans cette communauté que foisonnent les activités politiques les plus acharnées, où, inévitablement, il y eut des courants violents ou extrémistes qui essayèrent même, dans un premier temps, de fomenter des troubles au Vietnam. Il n'est pas surprenant non plus de voir certains individus s'activer dans le militantisme politique ou communautaire avec des motivations d'intérêt personnel plus ou moins douteuses, ce qui fut le thème d'un roman de Nguyễn Ngọc Ngạn. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais pour les vietnamophones, je trouve que c'est une source précieuse. Parce que c'est un romancier qui a écrit d'abord beaucoup. C'est une sorte de Hồ Biểu Chánh du temps, de l'ère contemporaine. Il a beaucoup écrit. Et ces personnages sont pas seulement des personnages de la diaspora aux États-Unis ou au Canada où ils résident, mais aussi des personnages de la société vietnamienne contemporaine dans le pays. Et c'est peut-être l'auteur qui a le plus parlé des interactions entre les communautés vietnamiennes en dehors des frontières et les Vietnamiens du pays. Donc, c'est une source d'information. Donc, il a parlé de ce genre d'individus à motivation douteuse dans un roman intitulé Nước Đục, ça veut dire au trouble. Et par contre, il ne reste cependant possible, même dans les limites d'une recherche menée à l'intérieur du Vietnam, comme je l'ai fait, de retrouver des traces de personnes témoins. Je l'ai mentionné dans la leçon inaugurale, mais je tiens à exprimer encore une fois ma reconnaissance profonde aux communautés et aux individus qui se sont investis pour créer des organisations comme j'ai cité dans cette diapositive. C'est-à-dire des organisations, ça veut dire donc la fondation je traduis leur nom en vietnamien, la fondation pour la préservation de la culture et de l'histoire des Américains d'origine vietnamienne. Ils ont un site et ils ont créé un fonds d'archives. Donc, je suis reconnaissante de ces communautés et de ces individus qui ont créé des organisations comme celle-ci, des projets comme le projet des fonds d'archives, des projets comme le projet de 500 récits d'histoire orale. Ils ont fait ce projet et donc ils ont mis à disposition gratuitement sur Internet pour tous ceux qui s'y intéressent. Sur les 118 récits de vie que j'ai personnellement consultés dans la série Oral History, il y a 28 récits de femmes. Et sur ces 28 récits de femmes, il y en a quelque chose comme 25-26 qui appartiennent à cette première génération. Il y a quelques exceptions, mais sinon, ce sont majoritairement des femmes de la première génération. Si j'ai choisi de vous parler des femmes de la première génération, c'est d'abord que j'ai des sources, que j'ai des documents. Et c'est aussi parce qu'elles sont importantes. Pourquoi ? Elles ont été interviewées et enregistrées en priorité dans la série qui a été réalisée en 2011. Et c'est aussi parce qu'elles ont vécu au Vietnam pendant la guerre de 54-75 et la période de 75 jusqu'aux années 90, dans l'après-guerre. Et c'est justement dans cette après-guerre où s'est déroulé pour elles et leur famille, qui s'est déroulé pour elles et leur famille dans des violences non moins éprouvantes que celles des guerres. On dirait que quand la guerre s'arrête pour les uns, elle commence pour les autres, quoi. C'était un peu ça qui s'est passé. Donc, après des départs plus ou moins mouvementés et périlleux, elles sont arrivées ensuite, elles ont été ensuite les premières à affronter les défis de l'insertion sociale, professionnelle et personnelle dans le pays d'accueil, pour assurer à la génération suivante les bases solides d'une insertion réussie. C'est pour ça que cette première génération est importante. Chaque génération, voire chaque histoire individuelle serait intéressante à plusieurs égards, mais il me semble indispensable de commencer par cette génération, cette première génération, juste après le tournant de la fin de la guerre en 1975.
Donc, cette fin de guerre est vécue par une partie des Vietnamiens et de Vietnamiennes, celle qui a constitué la fondation de la diaspora vietnamienne dans ses contours actuels, parce qu'avant cette vague d'émigration, il y avait bien des communautés vietnamiennes dans quelques pays, mais c'était des communautés qui sont petites, qui ont peut-être fait des choses importantes, par exemple la communauté en France, mais c'était des petites communautés et ce n'était pas, dans la plupart des cas, des gens qui étaient condamnés à ne plus retourner. C'était des gens qui pouvaient retourner quand ils voulaient un peu. Mais c'est seulement après 1975 qu'il y a eu cette expansion dans la quantité et puis ce changement radical dans la nature de la diaspora vietnamienne. Donc, cette fin de guerre est vécue par cette partie des Vietnamiens comme la perte de leur pays d'origine. Dans plusieurs récits, les femmes rappellent l'expression très commune en vietnamien nước mất nhà tan. Ça veut dire que maintenant que le pays est perdu, c'est la maison qui est ébranlée, dispersée, bouleversée, quoi. Donc, elles ont vécu cet événement comme cela, et cela équivaut, et donc la perte de leur pays d'origine, l'insertion dans un nouveau pays d'accueil qu'ils ont plus ou moins librement choisi. Ce n'est pas tout le monde qui a choisi les États-Unis. Il y en a qui sont venus à contre-cœur, c'est une petite minorité, mais c'est une minorité quand même qui significative, qui ont dit j'aurais préféré rentrer dans n'importe quel autre pays que les États-Unis, parce qu'ils leur en veulent d'avoir abandonné les alliés, tout ça, etc., d'avoir causé des malheurs. Mais ils étaient bien obligés parce qu'ils n'avaient pas le choix, quoi. Mais la majorité avait quand même librement choisi. Donc cela équivaut pour eux à une perte d'identité, une remise en cause de nombreuses valeurs identitaires, à la volonté et aux efforts de préservation culturelle, ainsi qu'à une reconstitution difficile d'une identité nouvelle. Et tout ça, ça a été réalisé par cette première génération. Les femmes de la première génération interviewées dans le projet Oral History furent nées pour la plupart dans les années de 1940 à 1965, sur les 25 cas que j'avais cités. Il y avait quelques-unes qui étaient plus âgées et quelques-unes qui étaient plus jeunes. Mais le gros lot, elles furent nées entre 1940 et 1965. Elles furent issues de familles d'élite. Leur grand-père était mandarin, lettré, voire de la famille impériale. Beaucoup ont émigré avec une partie de la grande famille du Nord au sud, aux environs de 54. C'était ceux qu'on appelle en vietnamien les Di Cư, c'est-à-dire ceux qui sont partis, qui ont quitté le Nord en 54. Mais il y avait aussi des descendantes de familles de propriétaires terriens dans le sud. Elles avaient un niveau d'instruction plus ou moins élevé. Quelques-unes furent mariées tôt, quand elles étaient encore lycéennes, mais la plupart avaient un niveau d'instruction au niveau universitaire. La condition commune était d'être épouse des officiers de l'armée ou des fonctionnaires haut placés de la République du Vietnam, qui partirent de longues années en camp de rééducation, soit leur père, soit leur mari, soit leur frère, etc., et surtout leur époux. Donc, elles se sont retrouvées seules à élever des enfants en bas âge, à travailler dur manuellement dans des métiers précaires, à endurer la misère matérielle, les tourmentes et les souffrances à cause de la séparation avec le mari, à cause de l'avenir fermé aux enfants qui ne pouvaient accéder aux études universitaires. Elles ont quitté le pays soit par la voie périlleuse des boat people, soit dans le cadre des programmes destinés aux familles d'anciens prisonniers politiques. Dans les limites du temps, je cite seulement un cas significatif d'une dame qui s'appelle Nguyen Diệu Hương. Ce cas est intéressant à plusieurs égards. Elle est née en 1936, c'est la plus âgée de l'échantillon. Elle est née en 1936 à Thanh Hóa. Elle a connu l'époque mouvementée de la révolution d'août 1945, puis du début de la première résistance. Le Tiêu Thổ Kháng Chiến, c'est-à-dire à l'époque, les familles riches comme la sienne étaient obligées de détruire leurs maisons, etc. Donc elle a vécu ces drames-là pour sa famille et elle-même.
Sa famille a choisi de retourner dans la région de Fakim, la région catholique occupée par les Français, puis ils ont demandé en 1950 ce qu'ils appellent le rapatriement à Hue, où ses parents étaient originaires. Elle a connu un drame personnel, ça c'est tout à fait personnel, car après 2 ans de mariage, elle n'eut toujours pas d'enfant. Sa belle-mère, qui est une paysanne, elle est de famille aristocratique, mais sa belle-mère, qui est une paysanne pauvre de la province de Quảng était douce et affectueuse pour elle, mais sa belle-mère tenait absolument à voir son fils avoir un héritier mâle, bien sûr. Pourtant, son mari était le dernier fils, le plus jeune de la fratrie. Et il y avait avant lui plein de frères qui avaient plein d'enfants, plein de garçons, mais il n'empêche, dans la vision de sa belle-mère, une vie réussie d'un homme, c'est d'avoir une femme et des enfants, dont un fils aîné. Donc, comme elle n'en avait pas, au bout de 2 ans, sa belle-mère l'encouragea à trouver une concubine pour son mari. Et son père qui renchérit, c'est vrai, c'est à toi de trouver une 2e femme à ton mari si tu n'es pas capable de lui en donner un. La jeune femme était complètement révoltée, quoi. Elle a dit, mais pourquoi, si elle veut une 2e femme, pourquoi c'est pas elle, la belle-mère, qui la cherche? Mais aussi bien sa belle-mère que son père lui disaient, c'est à toi de chercher. Heureusement pour elle, c'est son mari qui s'obstine à refuser et qui même lui fait un commentaire qui l'a beaucoup blessée quand elle a insisté auprès de lui, parce que aussi bien sa famille que la belle famille insistait, elle a insisté auprès de lui, il a dit mais pourquoi peux-tu être aussi stupide? Donc il a dit comme ça l'a beaucoup blessé. Mais justement, c'est ce qui l'attache à son mari. Il a fallu 10 ans, il faut tenir compte de sa génération, hein, de sa date de naissance. Il a fallu 10 ans après pour que, une fois que le couple se retrouve à Saigon, c'est un médecin de Saigon qui lui a confirmé que c'était la responsabilité en était à son mari, qui avait des oreillons dans l'enfance et ce qui a causé sa stérilité. Et c'est seulement à ce moment-là que le couple obtient l'autorisation, enfin l'agrément de la famille, de la grande famille, pour avoir des enfants adoptifs. Donc elle en a adopté 2. Et le hasard a voulu que parmi les 2 enfants adoptifs, l'aînée, la fille, née en 1966, quand elle l'a adoptée, elle avait 1 jour depuis sa naissance, donc elle ne pouvait pas savoir, mais en grandissant, elle a su que c'était une métisse américano-vietnamienne. Ce qui a fait que, après 1975, quand son mari était parti en camp de rééducation, elle a choisi la solution de se servir justement de cet enfant métis pour constituer un dossier de rapatriement des enfants métis. D'accord ? Donc elle a réalisé ce dossier et son mari lui disait, et tout le monde lui disait, tu aurais pu attendre et prendre comme raison les 10 ans de prison, les 10 ans de camp de rééducation de son mari. Mais elle a dit, d'abord, c'est pas encore sûr, c'est peu probable, c'était seulement au tout début des programmes HO, donc c'était plus rapide de choisir le programme de rapatriement. Ce qui m'a assez impressionné, c'est que à l'entretien, quand le représentant du service d'immigration américain lui posait des questions sur le père de cette fille métisse, parce qu'elle n'a pas donné le nom du père, pour la simple raison qu'elle ne le savait pas. Donc, elle a donné seulement le nom de son mari vietnamien. On lui a demandé, on lui a posé des questions sur le père de son enfant métisse. Alors, elle n'a pas hésité à lui inventer une fable en prétendant qu'elle jouait au jeu, enfin, elle était femme d'officier, donc elle jouait au jeu du hasard, elle a perdu, elle avait besoin d'argent, et en cachette, elle s'est cachée de son mari pour se faire vendeuse de bar, gai bang bar. Donc elle a raconté ça comme ça, et c'est comme ça, c'est en étant en vendeuse
Omer, qu'elle a passé par beaucoup d'Américains et de Vietnamiens, donc il y a un Américain qui lui a donné une fille. Elle a dit, les personnes qui étaient présentes éclataient de rire. Et ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que ce tournant de l'histoire, ce bouleversement de sa vie, a fait d'elle une jeune fille, une jeune femme éduquée dans les meilleures traditions, les traditions les plus traditionnalistes de l'élite mandarinale, qui accepte de raconter une fable pareille parce que c'était pour elle le moyen le plus sûr de partir. Donc c'était vraiment un grand changement dans son attitude et aussi dans son système de valeurs. Et s'est expliqué, peu m'importe, je voulais partir et c'était le seul moyen. C'est comme cela. Donc le fait que d'une femme de sa condition sociale, soumise aux valeurs confucéennes comme elle l'était, ait eu recours à un tel stratagème montre à quel point elle était prête à passer par tous les moyens. Mais je retrouve les Vietnamiennes qui savaient se montrer pragmatiques dans les compromis nécessaires. Ça, c'est tout le long de l'histoire que je les ai trouvées comme cela. Donc le stratagème réussit et le couple put partir dès la libération de son mari après 10 ans de prison. Leur fils mourut aux États-Unis d'un accident de voiture. Le couple a décidé d'utiliser tout l'argent remboursé par les assurances à des activités de solidarité au bénéfice des anciens combattants mutilés de guerre. Leur fille refuse un beau parti approuvé par les parents, un ingénieur vietnamien en plus, approuvé par les parents, pour épouser l'élu de son cœur d'une position sociale bien plus modeste. Le père en colère, n'oubliez pas que c'est le descendant d'une famille mandarinale de Hue, donc le père en colère voulut la rogner, la fille, et c'est l'épouse qui l'en dissuade. Elle lui dit « Nous avons émigré en nous servant de son statut de métisse. Si maintenant tu la renies, ce sera de l'ingratitude. » Elle dit. Voilà. Donc c'est une attitude inacceptable. Donc c'est comme cela qu'elle se console, et puis ensuite elle se console de la déception à propos du mariage de leur fille en s'expliquant comme ceci. Je l'avais bien éduquée, parce que, encore une fois, c'est la mère qui se porte responsable de l'éducation des enfants, dont particulièrement les filles. Donc je l'avais très bien éduquée. Mais comme elle est à moitié américaine, il faut que j'accepte sa culture qui privilégie la liberté individuelle aux dépens de l'obéissance aux parents, comme on le fait dans notre culture vietnamienne. Alors donc elle est toujours attachée à ces valeurs prétendue culture vietnamienne, obéissance stricte aux parents, obéissance aux aînés, soumission, etc. Mais elle a dit, parce qu'elle est à moitié américaine, vous savez très bien que si c'était sa fille à 100% vietnamienne, ça aurait évolué pareil dans le contexte nouveau, quoi. Et même les jeunes filles au Vietnam aujourd'hui, c'est évolué pareil. Mais elle essaie de se consoler en disant « bon, bah, je l'accepte ». Et je trouve que ce cas est intéressant car il présente un exemple éloquent d'une évolution et une reconstitution complexe de l'identité culturelle de cette femme, de cette mère. Elle peut rester attachée à des valeurs très traditionnelles sur le rôle et les devoirs des enfants. Dans notre culture, on obéit aux aînés, on reste dans le foyer parental où l'on pratique la cohabitation de 5 générations. La cohabitation de 5 générations, je vous précise, c'était aussi l'objectif. J'ai été assez consternée quand je suis tombée sur ce document, mais il est vrai que c'était aussi l'objectif des Vietnamiens, des décideurs vietnamiens, quand ils ont élaboré et rédigé la loi sur la famille. La loi sur le mariage et la famille au Vietnam. C'était ça aussi leur objectif. L'un d'entre eux l'a avoué très clairement. On voulait préserver la stabilité de la famille. Donc, pour cette femme de la diaspora, c'était toujours ces valeurs. Mais
justement, en même temps, elle a été très conciliante avec la manière de vivre de sa fille, qu'elle aime toujours énormément, et elle s'accommode très bien avec le compromis que sa fille lui a arrangé. C'est-à-dire le jeune couple s'établit à part, s'installe à part, mais il laisse un des petits-fils à la grand-mère. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait le compromis. Donc à la demande de l'intervieweur, quand elle devait formuler ses conseils aux générations suivantes et ses vœux pour l'avenir du Vietnam, elle rejoint la plupart des témoins de cette première génération d'Américaines vietnamiennes. Elle dit « J'ai connu bien des souffrances, mais il faut toujours savoir surmonter les difficultés. Je n'en veux à personne. C'est comme si je paie mes dettes, c'est-à-dire le karma, le nghiệp bouddhiste, des existences antérieures. Je consacre le restant de ma vie à soulager les douleurs de mes compatriotes. » C'est ainsi que les femmes de cette génération accomplissent leur intégration sociale et personnelle au pays d'accueil. Elles ont toutes travaillé dur et ont réussi à assurer un meilleur avenir à leurs enfants, à les aider à rester studieux, travailleurs, à vivre autonomes en se souciant d'aider les autres. Beaucoup répugnent encore à rentrer au Vietnam, sans doute à cause de blessures pas encore guéries. Mais je pense qu'elles ont raison en affirmant fortement qu'elles ont toujours honoré leur patrie d'origine et elles ont su se montrer dignes de leur patrie, de leur pays d'accueil. Ceci est pour la première génération de la diaspora aux États-Unis. La deuxième communauté dont je voudrais vous parler, ce sont les femmes vietnamiennes mariées dans les pays voisins. Et j'ai choisi le cas de Taïwan et de la région frontalière de la Chine et du Vietnam. Je vous donne dans cette diapo quelques éléments bibliographiques, ce n'est pas exhaustif, c'est juste pour vous faire voir combien les chercheurs vietnamiens et internationaux se sont intéressés à la question des migrations, des mariages et de la traite, du trafic humain à travers les frontières vietnamiennes. Dès le début des années 2000, le déséquilibre démographique depuis des décennies a entraîné des conséquences dans les régions frontalières entre la Chine et le Vietnam. Une étude a été menée par les chercheurs de l'ISDS, ce centre de recherche de développement social dont je vous ai parlé la fois dernière, et leurs partenaires. Les deux provinces chinoises de Quảng Tây, le Quang-Si, et Yunnan, le Vân-Nam, ont des frontières communes avec le Vietnam. Ce sont aussi les deux provinces où le déséquilibre de genre est parmi le plus élevé. Le manque de femmes a créé un marché de femmes étrangères à marier et de main-d'œuvre féminine étrangère. D'autres facteurs, comme le montant élevé de la dot, le besoin de labeur agricole, s'y ajoutent. Les inégalités généralisées de genre et les inégalités intergénérationnelles aussi dans les familles très patriarcales en Chine et aussi à Taïwan rendent les épouses étrangères attrayantes à cause de leur position vulnérable. Pour les Vietnamiens, voici l'article dont je vous parle, qui a été réalisé en 2005 pour le cas de la frontière, de la région frontalière Chine-Vietnam, et un autre article sur Taïwan. Voilà. Donc, pour la région frontalière Chine-Vietnam, l'ouverture des frontières représente des opportunités d'émigrer en Chine pour des raisons socio-économiques. Les femmes en particulier ont traversé les frontières pour trouver un conjoint, c'était la raison qu'elles ont explicitée, pour trouver un conjoint ou pour trouver du travail, ou les deux. Notamment les femmes considérées dans leur province natale comme trop âgées pour se marier et avoir des enfants. Les chercheurs ont examiné le cas de 213 femmes qui ont émigré ou ont été vendues, qui ont vécu en Chine puis sont retournées au pays. En analysant ces trajectoires de femmes, les auteurs ont vu combien migration et trafic humain sont conceptuellement entrelacés et difficiles à démêler. Dans un premier temps, on a considéré comme ces deux phénomènes comme des phénomènes à part. Mais plus on y regarde,
et plus on voit la connexion entre ces deux phénomènes. Donc, le désengagement de l'État dans le recrutement et la formation de la main-d'œuvre a laissé la place au secteur privé et semi-privé. Et là-dedans, donc, il y a beaucoup d'abus. Un chercheur international a conclu ceci: la traite humaine et la contrebande sont des problèmes importants de l'industrie asiatique de la migration du travail qui a été privatisée et déréglée. Donc jusqu'au milieu de la décennie 1990, le Vietnam a fourni aux Taïwanais 100 000 mariés. 100 000 mariés. Et un nombre inconnu de femmes se sont mariées aux hommes de Singapour, du Japon, de Hong Kong, de Chine. Si en Chine, la politique de l'enfant unique a été à l'origine du déséquilibre de genre, en Corée du Sud et à Taïwan, c'est dans le contexte de pays asiatiques développés. Les femmes, elles ne veulent plus se marier pour vivre dans des familles trop patriarcales, elles ne veulent plus avoir des enfants, elles préfèrent travailler et construire leur carrière. Donc, en Chine et en Corée du Sud et à Taïwan, c'est dans le contexte de pays asiatiques économiquement développés que les hommes ont du mal à se marier. Voici donc les données quantitatives sur les femmes de ce groupe de 2013 personnes. Leur âge moyen, la médiane, ce sont des femmes de 12 à 50 ans. Pourquoi des femmes de 40, 50 ans? Parce que les femmes de 40 ans, on peut les marier à des Chinois de 60, 70, voire plus âgés, quoi. C'est pour ça qu'il y a de tous les âges. Donc, c'est en chiffres une analyse quantitative de ce groupe. Et voici ce qu'elle pense au départ. Voici les témoignages. Ce que je mets entre guillemets, ce sont des témoignages. On me dit que les maris vont me prendre en charge totalement et ma vie sera heureuse. Mais je me dis que c'est impossible. Ce sont des femmes des classes laborieuses. Elles n'ont pas d'illusions. Donc, on leur raconte que tu vas te marier en Chine, c'est très bien parce que les maris vont te prendre en charge, tu n'auras plus rien à faire, plus de travail pénible, plus rien quoi. Elle ne croyait pas. Elle disait, mais je me dis que c'est impossible que mon mari fasse tout et qu'il faudra que moi aussi je travaille. Beaucoup de femmes sont dans mon cas, dit une autre, abandonnées par le mari, vivant dans la misère. Nous pensons donc à avoir un mari pour pouvoir compter sur lui. Donc, beaucoup de femmes ont insisté sur ce qu'elles appellent la pression sociale pour avoir un mari et des enfants. Je ne sais pas si, aux raisons traditionnelles, il y a une nouvelle raison de l'après-guerre, mais c'est vrai que le phénomène est très très évident au Vietnam, aussi bien dans le sud que dans le nord, peut-être un peu plus grave dans le nord. C'est cette pression familiale et sociale pour les jeunes, notamment les femmes, de se marier et d'avoir des enfants. À tel point que les jeunes aujourd'hui, notamment les jeunes du Nord, me confient qu'ils ont refusé de rentrer chez eux pour le Tet. Même si le Tet, c'est le nouvel an vietnamien. C'est une fête de la réunion familiale. Donc, normalement, on va travailler partout au loin, mais le Tet, il faut qu'on rentre dans la famille. Mais les jeunes, maintenant, ont choisi cette attitude de ne plus rentrer pour le Tet. Et la raison principale, c'était que chaque fois que je rentre, on me pose des questions. Et ce n'est pas seulement la famille, c'est tout le village qui me pose des questions indiscrètes sur « mais quand est-ce que tu vas te marier comment ça se fait que tu n'es pas encore marié etc. Et une fois marié, quand est-ce que tu auras un enfant? Pourquoi tu n'as pas un garçon? Tu n'as pas un garçon, quand est-ce que tu auras le suivant pour que ce soit un garçon? Enfin, c'est infernal. Donc, ils ont décidé de ne plus rentrer pour le Tet, justement pour échapper à cette pression. Mais ce sont des gens instruits, des gens qui ont du travail, qui ont de l'argent. Mais dans les classes populaires, non seulement elles ne peuvent pas se marier, elles n'ont pas d'enfants, mais elles vivent une vie misérable, elles n'ont pas d'emploi, elles ont
c'est cela qui rend leur position extrêmement vulnérable. Et c'est pour cela qu'elles ont été victimes des trafics humains. Les chercheurs ont bien prouvé que c'était pas seulement, elles n'étaient pas entièrement victimes, et aucune d'entre elles n'a affirmé qu'elle était victime du début jusqu'à la fin de la trajectoire. Non, mais elles se sont portées volontaires, pas pour aller se marier d'abord, c'était pour trouver un travail, et un travail correct, un travail honnête, qui leur fait mieux gagner la vie qu'au Vietnam. Au début, c'était ça. Mais il y en avait aussi d'autres qui, n'étant plus aptes à se marier dans leur province natale, parce qu'elles ont dépassé, par exemple, 25 ans, donc elles n'ont plus l'âge de se marier, donc elles pensent pouvoir se marier, avoir des enfants. Donc cette pression sociale reste très, très forte. Et aussi le besoin de mieux gagner leur vie, évidemment, pour pouvoir mieux contribuer au soutien de la famille au Vietnam, la précarité de l'emploi, le non-emploi des jeunes, etc. Tout cela a rendu les femmes vulnérables. C'était le départ. À l'arrivée, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Beaucoup d'entre elles sont devenues des esclaves sexuels, ont dû exécuter un travail forcé dans l'industrie du sexe, et celles-là, il leur est extrêmement difficile de s'en échapper. Et sur celles-là, celles qui sont restées en Chine, on n'a aucune information. Les 213, ce sont celles qui sont retournées au Vietnam. C'est pour cela qu'on a pu les interviewer. Mais celles qui sont restées en Chine ou dans les autres pays, il y a un spécialiste français, un chercheur français qui s'est fait spécialiste de la question, Nicolas Lennes. Il est resté 15 ans à travailler sur ce sujet, la migration et le trafic humain. Il a travaillé surtout à la frontière, pour la région de la frontière du Cambodge et du Vietnam. Et le Cambodge, j'ai pas eu parce que j'en ai parlé au début, je ne vais plus y retourner, mais le Cambodge, c'est aussi le terrain où la prostitution, le trafic humain est le plus grave de toutes les régions frontalières vietnamiennes. Donc, ça, c'était les témoignages des femmes qui ont été victimes de mensonges, de complots, des vraies pratiques mafieuses, quoi. Par exemple, on leur demande d'aller cueillir des oranges et ramener. Il faut savoir qu'il y a un marché important dans les régions frontalières. J'avais des chiffres sur. Je devais avoir. Non. J'avais des chiffres sur ce marché frontalier où les provinces de Quảng Ninh et de Lào Cai sont les plus actives dans la migration vers la Chine. Les frontières ont été ouvertes dans les dernières années de la décennie 1990 et cela a permis des opportunités socio-économiques aux populations frontalières, qui incluent en même temps de gros risques de contrebande et de trafic humain. J'ai trouvé ce chiffre-ci. Dans la seule année 2001, le commerce transfrontalier dans la ville de Mong Cái, la seule ville de Mong Cái, et en une seule année 2001, le chiffre d'affaires de ce commerce en région frontalière a atteint le chiffre de 598 millions de dollars US. Donc un chiffre important. Et la même année, le comité populaire de Mong Cái enregistre 105 000 entrées journalières et 194 000 entrées long terme des Chinois au Vietnam. Et dans le sens inverse, 32 000 Vietnamiens passent chaque jour le poste frontalier. Mais c'est la voie officielle. Ils passent aussi par des voies illégales. Et les activités commerciales florissantes, où l'on échange de la part des Chinois des produits de consommation à bas prix et de la part des Vietnamiens des produits agricoles. Et donc, dans ces échanges, il s'est développé
des forces de transport. Et les transporteurs en vietnamien co-ouvert étaient majoritairement des femmes. Et les femmes se font non seulement transporteurs, mais aussi elles travaillent dans les services dans ces régions frontalières. Et ces services, elles travaillent comme commerçantes, comme transporteurs. Elles mettent en place, comme femmes d'affaires, pour mettre en place des services comme la restauration, les bars karaoké, les hôtels, la coiffure, les salons de beauté. Et les journalistes vietnamiens ont noté que ce sont là tous, ou presque tous, des bordels déguisés. C'est pour ça qu'il y a tant de femmes dans cette région frontalière. Et selon une étude réalisée par le Bureau international du travail dans seulement 2 districts de la province de Quảng Ninh à la fin de l'année 2000, il y a 1188 Vietnamiennes qui sont parties en Chine et la plupart ont été vendues pour se marier. Et une petite proportion seulement est retournée au Vietnam. Ce sont et le prix, j'ai trouvé le prix, parce que c'est difficile, mais j'ai finalement trouvé le prix. Le prix, ça paraît très dérisoire pour nous, mais c'est toute une fortune qui n'est pas à la portée de ces femmes des classes populaires. C'est de 5 à 7 millions de Vietnam, donc, pour une femme vendue comme mariée à la frontière chinoise. Le dernier cas, c'est le cas de Taïwan. Il y a cette étude qui a été réalisée aussi par l'ISDS en 2017, donc plus récente. Et je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vous dis seulement la conclusion de cette étude. Celles-ci ont un sort plus, un peu moins misérable. Ce sont des gens, des femmes, qui sont parties consciemment pour se marier à Taïwan. Au début, les chiffres, c'est ceci, c'est leur provenance du Vietnam, donc majoritairement du delta du Mekong. Jusqu'à la fin de 2010, selon le service vietnamien de la justice, il y a plus de 80 000 mariés aux Taïwanais. Pareil, au début, on disait que c'était du commerce, c'était du trafic et que c'était scandaleux, c'était ci, c'était ça. C'est vrai. C'est vrai que la raison économique était très importante. Mais plus on fait d'études approfondies, je travaille avec les étudiants à l'université ouverte dans un master qui s'appelle Sociologie du genre. Et mes étudiantes ont beaucoup travaillé aussi sur cette question. Et plus on fait d'entretiens avec les intéressés, et plus on découvre qu'il y avait une très certaine, très claire, très nette, il y avait une initiative des femmes qui ont décidé de faire ce choix. Elles ont décidé parce qu'elles sont dans des positions vulnérables, elles sont dans des métiers précaires, etc., etc., mais elles ont décidé aussi parce que ça représente une autre opportunité. Cela me rappelle que la question a été soulevée dès les premières années du XXe siècle, quand j'ai fait ma thèse sur la période 1918-45. Dès les premières années, c'était 1903 ou 1905, quelque chose comme ça. Il y avait un article dans la presse cochin-chinoise qui déjà a soulevé la question des femmes qui se marient aux Chinois à l'époque, considérés comme des étrangers. Et l'auteur de l'article dit pourquoi ? Parce qu'elles ont préféré cela à la condition de se marier, d'être mariées contre leur gré à des Vietnamiens, mais qui n'ont aucun métier, qui les battent, etc., et à souffrir la belle-mère. Donc, dès le début du XXe siècle, il a été soulevé cette question du départ et du mariage avec des Vietnamiennes avec des étrangers pour avoir un meilleur sort. Et c'est ce qu'on a retrouvé avec les femmes mariées à des Taïwanais. Au début, c'était le moindre mal
disons, c'était le moindre mal, mais à la fin, et puis surtout, c'était le moindre mal, mais le moindre mal librement choisi. Elles n'ont pas été vendues, imposées, on leur a rien imposé du tout. Elles ont choisi cela parce que dans leur pays, dans leur province natale, elles ne pouvaient pas trouver mieux. Et un deuxième résultat aussi de cette recherche, c'est que au fil des ans, au tout début, elles sont arrivées, elles sont très vulnérables. Pourquoi? Parce qu'elles ne savaient pas parler la langue. Elles ne savaient pas parler la langue et elles ne maîtrisaient pas le chinois écrit. Donc, cela a été un prétexte pour les autorités de Taïwan de demander, d'exiger la signature du mari pour qu'elles puissent obtenir leur carte d'identité, leur carte d'immigration. Et il y a eu des mouvements de protestation par les femmes vietnamiennes, et notamment les femmes sino-vietnamiennes, parce que ces femmes-là, elles sont plus fortes parce qu'elles parlent chinois justement, donc elles défendent leurs compatriotes vietnamiennes, les femmes sino-vietnamiennes qui venaient du delta du Mékong aussi, là où c'est toujours pluriethnique. Donc ce sont ces femmes-là qui ont créé des mouvements, des mouvements militants, et elles ont obtenu que la police, les mesures des autorités taïwanaises ont changé. Au début, la signature du mari était indispensable. Maintenant, ça ne l'est plus. Et donc, les femmes, maintenant, si elles savent écrire, si elles maîtrisent le mandarin écrit, elles peuvent constituer elles-mêmes leur dossier, elles peuvent avoir leur carte d'identité, et c'est tout à fait normal. Donc il y a ce changement même dans la gestion administrative des autorités taïwanaises. Deuxième changement, elles ont opéré, non seulement elles ont obtenu ce qu'elles ont voulu, c'est-à-dire non seulement elles ont su bien gérer la famille, elles ont su trouver un travail et gagner de l'argent, parfois plus que leur mari. C'était aussi une source de conflit, parce que le mari l'acceptait très mal. Mais une témoin a raconté, par exemple, qu'au début, son mari a été horrifié, scandalisé, quand il a vu qu'elle avait beaucoup d'argent, parce qu'elle travaillait bien, elle gagnait bien sa vie, donc elle avait de l'argent aussi bien pour entretenir la famille où le mari âgé ne gagne plus beaucoup d'argent. Elle a aussi bien de l'argent pour entretenir sa famille que pour en envoyer à sa famille au Vietnam, parce que c'était l'objectif au départ. L'objectif au départ, c'était de pouvoir mieux gagner leur vie, de pouvoir mieux soutenir leur famille natale au Vietnam. Donc, quand son mari a trouvé qu'elle fait ça, il a été en colère. Elle a dit une grosse dispute a eu lieu, la plus grosse dispute depuis qu'elle s'est mariée. Mais ensuite, c'est le mari qui s'est rangé à son argumentation et maintenant, il accepte tout ce qu'elle fait. Donc, la conclusion de l'étude, c'est que le dynamisme et la réussite, notamment économique, des épouses vietnamiennes a non seulement stabilisé leur alliance, leur mariage, mais a opérer des changements dans la société, des changements sociaux à Taïwan, notamment dans les relations conjugales. Les relations conjugales, parce que les Vietnamiennes ne supportaient pas le patriarcat trop marqué de la société du pays d'accueil. Donc, elles se sont bataillées et finalement, elles ont eu gain de cause. Donc, les cas de réussite sont réels. Il n'empêche que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il reste des femmes plus vulnérables qui n'ont pas réussi, qui ont dû retourner au pays, et surtout le sort des enfants, notamment les filles, qui ne sont pas reconnues ni appréciées de la famille taïwanaise, donc qui sont rentrées au pays. Et encore une fois, c'est la famille maternelle qui les a soutenues. Voilà, c'est en gros le résultat de l'article dont je n'ai pas eu le temps de vous en parler plus. En conclusion, la prochaine fois, ce sera notre dernier cours. On essaiera de refaire un bilan, d'essayer d'identifier, de discerner s'il y a des éléments constants qui reviennent dans l'histoire longue,
qui puisse nous aider à esquisser quelques traits fondamentaux de ce qu'on pourrait dire les identités féminines au Vietnam. La prochaine fois, on essaiera de faire ça. Mais pour cette fois-ci, je voudrais insister sur la diversité, sur les différences. D'une part, non seulement les différences entre les pays, mais les différences entre les générations d'immigrants. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est une recherche qui doit encore aller beaucoup plus loin et dans plusieurs directions, notamment sur cette diversification des identités féminines dans la diaspora. Et en même temps, une similitude, une convergence des problèmes qu'elles ont rencontrés, des défis qu'elles ont relevés. Et là, je vois beaucoup de convergence avec les jeunes générations dans le pays même. Donc, les frontières sont devenues très floues dans ce monde globalisé. Merci beaucoup.